Tout d'abord, merci à Madame Cor et à Monsieur Etienne de m'avoir invité ici. Un remerciement très spécial aussi pour Silvia Zuccalini. Sans elle, je ne serais pas ici devant vous. Merci au public pour le temps que vous allez m'accorder, certains amis, la famille qui sont venus également. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir, comme moi je l'ai eu, à rédiger et préparer cette présentation. Alors, avant de commencer, donc le titre, la dépollution organique du lac Léman et son impact sur le futur de la pêche. Comme Madame Cor l'a bien souligné, je suis plutôt microbiologiste aquatique. C'est-à-dire que je vais vraiment me focaliser dans cette présentation sur le phytoplancton. Phytoplancton, qu'est-ce que c'est? C'est les microalgues qu'on trouve dans les lacs, également dans les océans. Donc on va dire que c'est la forêt invisible du milieu aquatique. Et sur ces brouteurs, donc tout ce qui est zooplancton, et surtout les daphnias. Vous pouvez imaginer que le phytoplancton, c'est les prairies, et que les daphnias, c'est les vaches qui vont brouter cette prairie. Voilà, pour faire simple. Alors, avant de commencer, ici, 5 petites choses que je pense c'est important de bien de les énumérer. La première, c'est l'écologie est une science. Donc, qu'est-ce que l'écologie? L'écologie, c'est, pour faire de manière grossière, prendre la biologie et l'impact qu'elle a dans son environnement et vice-versa. Voilà, c'est interaction, on va dire, tout ce qui est organisme biologique et l'environnement, pour faire court. Et pourquoi je dis, et je précise que l'écologie est une science, c'est que malheureusement aujourd'hui, très très souvent, l'écologie, on la voit aussi et surtout comme du militantisme, voire comme, on va dire, de la politique. Or, la science, c'est quelque chose, pour moi, qui est totalement apolitique, c'est beaucoup trop sérieux pour ça, si j'ose dire, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a comme une sorte de, je dirais, hold-up idéologique, où alors on se sert plus de l'écologie comme d'un, on va dire, un attrape électoral, si j'ose dire comme ça. Voilà. Donc, l'écologie, avant tout, c'est une science. Et comme toute science, c'est empirique, on analyse, on prélève des données et on essaie d'émettre des hypothèses. Une hypothèse, elle est faite pour être réfutée. N'importe quelle hypothèse. Ça, c'est la base de la science. Il n'y a rien qui est vrai. On ne peut pas dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Quand on y met une hypothèse, si on arrive à prouver cette hypothèse, ce n'est pas que l'hypothèse elle est vraie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la réfuter. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment la base. Autre chose, c'est la complexité du vivant et de sa modélisation. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les autres sciences, comme les maths, la physique ou encore la chimie, modéliser le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que, de un, le vivant implique de la physique, ça implique de la chimie également. Tout ce qui fait partie de l'évolution d'un point de vue biologique, c'est très très compliqué à modéliser. Et surtout, il y a une autre composante qui est la composante comportementale. Quand on parle d'organismes vivants, très très souvent, il y a aussi le comportement. Plus ou moins archaïque, ça dépend des espèces. Mais c'est difficile de modéliser le vivant. Cela m'amène à ce que tout ce que je vais dire aujourd'hui, tous, on va dire, les scénarios que je vais émettre, il faut comprendre que c'est multifactoriel. Ce que je vais vous montrer là, c'est peut-être juste une petite partie de ce qui se passe. Mais quand il y a un phénomène comme celui que nous allons voir, il découle souvent de plusieurs facteurs et pas d'un seul. Ça, c'est très important à garder à l'esprit. Donc tout ce qui est cause et effet, c'est multifactoriel. Et enfin, la dernière et pas des moindres, c'est y mettre de la nuance. Tout ce que je vais dire, et il y a un esprit critique. Si, en sortant de cette conférence, vous sortez d'ici, la chose que vous avez retenue, c'est OK, tout ce qui est dit en science, j'y mets de la nuance, j'ai un esprit critique, je prends du recul, c'est parfait. D'accord? Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui, et très souvent à travers les médias, on est plus dans l'absolutisme que dans la nuance. Or, vous parlez avec n'importe quel scientifique, généralement, il n'ose pas dire c'est comme ça et non comme ça. Il y a toujours des nuances. Pourquoi? Parce qu'on sait que le monde est complexe et multifactoriel. Voilà, après cette longue introduction, on peut commencer.
Le plan. Le plan, il va se composer d'une introduction où je vais vous parler des chaînes trophiques, les nutriments, donc tout ce qui est nourriture, et l'énergie, le ratio carbone sur phosphore, que je nommerai CP, mais je reviendrai souvent dessus, carbone sur phosphore, la qualité et la quantité nutritionnelle, et ensuite, on pourra s'attaquer à la problématique. C'est-à-dire que l'introduction, c'est d'abord les bases, certaines bases. Ensuite, dès qu'on va s'attaquer à la problématique, ce sera la problématique de l'eutrophisation d'un lac, et on l'amène maintenant vers, entre guillemets, l'oligotrophisation, et la dépollution organique. Ça, c'est la problématique. Et quels impacts ça peut avoir? En gros, pour résumer, est-ce que le lac il est trop propre, finalement, maintenant? Enfin, on parlera de historique des données du lac, qu'on a depuis plus de 50 ans. Je vais vous montrer des graphiques, excusez-moi, des courbes sur le phosphore, sur le ratio carbone sur phosphore, la dynamique du phytoplancton, donc la dynamique des microalgues, la dynamique du zooplancton, ces fameux brouteurs également. Ensuite, je vais vous parler de 2 projets d'études qui font partie de ma thèse. Dans ce projet d'étude, il sera question de la plateforme L'Explore au large de Puy. Je vais vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait. Cytomètre de flux modèle, pour l'instant, ça paraît du chinois. Une fois qu'on sera sur la diapositive, j'expliquerai ça plus en détail, excusez-moi. Ensuite, une expérience qu'on a fait en laboratoire avec les Daphnia. Les Daphnia, ce sont un type de zooplancton, d'accord, donc ces fameux brouteurs, et un modèle mathématique qu'on est en train de faire actuellement sur Daphnia. Et enfin, une conclusion. Et dans la conclusion, je vais surtout me concentrer sur les perspectives futures. Alors, comme on est dans la Société des Arts, j'ai voulu démarrer par ça. C'est joli, on dirait un tableau, on est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, j'allais dire sur votre gauche, non. Sur votre droite, là, c'est des diatomées. Des diatomées, donc, ce sont des microalgues qui font partie du phytoplancton. Et elles ont ces magnifiques formes. On dirait qu'elles ont été forgées de cristal et de verre. Ces formes symétriques vraiment incroyables. Le monde du phytoplancton, pas seulement les diatomées, mais les autres groupes, ont vraiment des formes extraordinaires. C'est vraiment un plaisir à les regarder sous le microscope. Ensuite, ce que vous voyez ici sur votre gauche, ce sont les fameux brouteurs, donc les vaches qui vont les manger. N'oubliez pas, ceci, c'est des microalgues, d'accord? Donc c'est des plantes, des végétaux, pour résumer. Et la fameuse vache, elle est là, tout en haut. C'est une Daphnia. Donc pour le coup, là, elle se rapproche plutôt de la vache, vu, on va dire, sa taille un peu sphérique, comme si elle avait un gros ventre. Donc c'est facile à imaginer que cette chose-là vienne brouter cette chose-là. Et ensuite, ici, j'ai mis un qui s'appelle Bitotrephe. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un zooplancton, mais lui, il est carnivore. Il va manger celui-là du dessus. Donc ici, vous avez déjà trois niveaux de chaîne trophique. Les plantes, le brouteur et le prédateur. Donc ici, on pourrait résumer sur l'herbe, la vache ou le zèbre, et lui, c'est le lion, plus ou moins. D'accord? Donc maintenant, et c'est là où il va falloir que je sois le plus précis possible, on va commencer à parler de tout ce qui est nutriments et comment ces nutriments sont transférés chez les organismes et comment ensuite ils sont transférés d'un organisme à un autre, c'est-à-dire comment ils sont transférés, excusez-moi, de l'environnement à l'organisme et ensuite des organismes à un autre. Ici, ce que je vous demanderais de bien regarder, c'est cette forme ovale orange qu'on appelle mitochondrie et cette forme ovale verte qu'on appelle des chloroplastes. Vous voyez que j'ai mis des petites flèches bleues. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez un phytoplancton, donc une microalgue. D'accord? Et là-haut, vous avez le fameux brouteur Daphnia. Vous le connaissez par cœur maintenant.
Vous voyez bien que j'ai mis des petites formes ovales vertes qui correspondent à des chloroplastes et des petites formes ovales oranges qui correspondent aux fameuses mitochondries. Donc déjà, la première chose qu'on voit ici, c'est que les microalgues, elles sont pourvues des deux. Elles ont les chloroplastes et les mitochondries. Par contre, quand on parle du brouteur là-haut, il n'a que les mitochondries. Donc je vais vous apprendre une chose maintenant. Ou peut-être pas, mais ce qui est important ici, c'est toutes les plantes, donc n'oubliez pas que ça, c'est un phytoplancton, donc c'est une microalgue, donc considérons que c'est un végétal. Tous les végétaux, toutes les plantes, ils ont les deux. Ils ont des chloroplastes et des mitochondries. Par contre, du moment qu'on va dans le règne animal, la seule chose qu'elles ont comme organite, c'est les mitochondries. D'accord ? Évidemment, tout ceci n'est pas à l'échelle, c'est pour schématiser. Et du coup, qu'est-ce que ça amène ? C'est simple. Si on se concentre maintenant sur ce schéma circulaire ici, la première chose qu'on voit, c'est de l'énergie lumineuse, donc du soleil. Le soleil, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être capté par les chloroplastes, parce qu'à l'intérieur des chloroplastes, il y a quelque chose que vous avez déjà entendu tous, j'en suis sûr, il y a de la chlorophylle. C'est ça qui donne la couleur verte aux arbres, d'accord ? Cette chlorophylle-là, elle est comme une antenne, elle capte l'énergie du soleil, et en captant l'énergie du soleil, elle va permettre à ce que la plante assimile du dioxyde du carbone, CO2, et de l'eau. Elle va assimiler ça, et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va transformer tout ceci en glucose. Et j'ai bien mis ici la petite pompe à essence exprès pour vous montrer que le glucose, voyez ça comme du pétrole, voyez ça comme de l'essence. D'accord ? C'est-à-dire que la plante, elle peut créer son propre carburant, et ensuite, avec la mitochondrie, elle va brûler ce carburant pour créer de l'énergie. Et vous, c'est pareil. Vous, ici, quand vous mangez, d'accord, vous allez incorporer du glucose, des lipides, tout ce que vous voulez, et ensuite, le petit organite-là, mitochondrie, elle va transformer ce carburant-là en énergie. C'est ce qui fait qu'en ce moment, vous gardez une température corporelle moyenne de 37, ce qui fait que vous respirez, ce qui fait que vous pensez, ce qui fait que vous vous déplacez, bref, ce qui fait que vous êtes vivant. C'est ça. C'est que vous avez du carburant et les mitochondries brûlent ce carburant pour vous donner de l'énergie. D'accord ? Les plantes, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change ici, c'est que nous, les animaux, comme cet être ici là-haut, comme ce brouteur, pour avoir du carburant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit manger les autres. Pourquoi ? Parce que lui n'a pas de chloroplaste. Les végétaux, eux, comme ils ont du chloroplaste, ils n'ont qu'à prendre l'énergie du soleil, quelques nutriments par terre, et ils préparent leur carburant. C'est fantastique. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, il faut qu'on mange les autres. Et donc, le petit brouteur là-haut, pareil, il faut qu'il mange les autres. Donc voilà, à retenir d'ici, tout simplement, c'est que les plantes, elles vont créer leur propre carburant. Donc, le phytoplancton et les microalgues créent leur propre carburant. Et tout le reste de la chaîne trophique doit manger ce carburant-là, car ils ne peuvent pas créer leur propre carburant. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la fameuse chaîne trophique, la plus simple possible. Ici, ce que vous voyez, c'est les fameux microalgues, le phytoplancton. Ce que je viens de dire, c'est que le phytoplancton peut créer son propre carburant. Elle a du soleil, elle crée du carburant, c'est bon, elle peut créer sa propre énergie, elle a du carburant. Tout le reste de la chaîne, ici, notre fameux brouteur, ici, le poisson qui va manger le brouteur, et ici, vous l'aurez reconnu, le gros brochet qui va manger l'autre poisson, eux, ils ne peuvent pas, impossible, de créer leur propre carburant. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je vais manger l'autre, parce que l'autre, il a du carburant, l'autre, il a de l'énergie à me donner. D'accord ? Ici, ce que vous voyez en bas, c'est juste des bactéries. C'est-à-dire quand tous ces êtres-là, ils meurent, comme nous autres, on n'est pas éternels, eh bien, les bactéries vont nous décomposer et les nutriments qui nous composent, simplement, ils vont retourner
à la nature. Et ceux qui peuvent capter directement ces nutriments, c'est les plantes. C'est pour ça qu'ici, dans les milieux aquatiques, le phytoplancton, dès qu'il y a décomposition, il peut capter les nutriments. C'est pour ça que j'ai mis ici que c'est un signe de recyclage. D'accord ? Ce graphique ici, je l'ai juste mis pour vous montrer que ce schéma-là, c'est vraiment un schéma très très simplifié. Quand on étudie les chaînes trophiques, ça donne ça. Et là, il n'y a pas beaucoup d'organismes. C'est vraiment très très complexe, tous ces flux d'énergie. D'accord ? Donc maintenant, ici j'ai mis un graphique où, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est en anglais, mais c'est pas très important puisque c'est quasiment les mêmes termes. On voit la composition du corps humain en pourcentage. On voit qu'il est composé à 65% ici d'oxygène, 18% de carbone, 9,5% d'hydrogène, etc., etc. D'accord? Donc ça, je pense que vous saviez qu'on était quasiment composé à entre 65 et 70% d'eau. Ça, je pense que tout le monde a déjà entendu ça. Donc là, vous le voyez également. Ce qui est important ici de retenir, c'est juste deux choses. Deux choses maintenant qui vont nous suivre tout le long de la présentation. C'est le carbone et c'est le phosphore. Ils vont nous suivre tout le long maintenant. Donc là, ça va être nos deux meilleurs amis jusqu'à la fin de la présentation. Le carbone, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? Le carbone, c'est de l'énergie. C'est de la structure, d'accord? Un organisme, le carbone, est utilisé pour la structure de l'organisme, vous, moi, n'importe quel organisme, mais également pour tout ce qui est glucose. Donc glucose, c'est de l'énergie. Les lipides, tout ce qui est chaîne carbonée, c'est également sous forme de carbone, carbone-hydrogène, mais on va dire que le carbone, c'est ce qu'il y a de plus abondant. Et donc, vous voyez simplement le carbone comme de l'énergie. Donc ici, j'ai bien mis carbone, énergie, je vous ai mis des sucres, okay, glucose, et je vous ai mis ici de l'huile, en fait des lipides. Tout ce qui est chaîne carbonée, c'est du carbone. Et ensuite, le phosphore. Alors, on voit ici que le phosphore, il est chez l'humain à 1,2%. C'est quasiment rien. Quasiment rien. On pourrait se dire, bon, on en a très peu, est-ce si important que ça? Et bien, le phosphore, c'est fondamental pour tous les organismes. Pourquoi? À cause de ça. Ce que vous voyez ici, c'est de l'ADN. D'accord? Donc, tout le monde en a, évidemment, tous les organismes. C'est ce qui permet aux cellules de se diviser. C'est ce qui vous permet tout simplement de transmettre votre patrimoine génétique à vos gamètes, par exemple. Donc, entendez, à votre descendance. Mais voilà, vous tous ici, tous les organismes, vos cellules se multiplient sans cesse. C'est comme ça, elles se renouvellent. Chez le petit brouteur qu'on a vu, c'est la même chose, les cellules se multiplient. Et surtout, quand un être, que ce soit les enfants ou alors des juvéniles, des petits brouteurs, ils commencent à grandir, eh bien, il faut que les cellules se divisent. Donc c'est important pour la croissance. S'il faut retenir une chose ici, c'est que le phosphore est important pour la croissance. Pourquoi? Parce que du phosphore est une base essentielle dans l'ARN et l'ADN. Donc ici, s'il faut retenir quelque chose, c'est le carbone, très important parce que c'est une source d'énergie, le phosphore, très important parce que c'est contenu dans l'ADN et c'est très important pour la division cellulaire. Voilà, donc maintenant, ici, j'ai fait une diapo, excusez-moi, où je vais vous expliquer c'est quoi un ratio. Alors, première chose qu'on voit ici, c'est ratio égale carbone sur phosphore. Okay. Donc, je vous ai prévenu que maintenant le carbone et le phosphore, ils allaient nous suivre jusqu'à la fin de la présentation. Voilà, dès la diapo suivante, ils sont là. Donc, qu'est-ce que c'est? Ici, de nouveau, on a notre phytoplancton, d'accord? Ici, les sphères rouges, on va considérer que c'est du carbone. Et les et les triangles verts, on va considérer que c'est du phosphore. Ici, je comptabilise combien de carbone? J'en vois 6, d'accord? Et je vois 2 phosphores. Et bien, le ratio, c'est simple. Comme le ratio, c'est carbone sur phosphore, entendez carbone divisé par phosphore, eh bien, le ratio ici sera de 6, parce qu'il y a 6 carbones,
divisé par 2 de phosphore qui va donner 3. Donc le ratio ici, il va être de 3. D'accord? Ici, je vous ai simplement mis l'équation réelle, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est la concentration de carbone divisée par sa masse molaire sur concentration de phosphore divisée par la masse molaire du phosphore. Mais ici, on va faire les choses beaucoup plus simples. Donc, ce que je vous demanderai de retenir, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un ratio? Un ratio, c'est on divise un nutriment par un autre. Et en l'occurrence, ici, ça sera toujours le carbone sur phosphore. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Dans le premier graphique, ici à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit un phytoplancton où c'est écrit green algae, le vert. Donc en fait, c'est juste une microalgue. Donc c'est un phytoplancton. Et tout d'un coup, on voit un petit bleu où c'est écrit copépode. Ensuite, on voit un petit poisson, un cladocère. Donc cladocère, c'est notre fameux Daphnia, c'est le fameux brouteur qui est ici. Et un poisson adulte. OK. Ce que je vous demanderai ici de regarder, c'est l'axe des Y, en fait, l'axe qui va de 10 à 5000. C'est le ratio carbone sur phosphore. Donc, vous voyez, C pour carbone, P pour phosphore, ratio. C'est le fameux ratio qu'on a calculé. C'est le fameux ratio qu'on a calculé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les algues, la gamme, elle est beaucoup plus grande. La variabilité, elle est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un ratio, si on prend cette algue ici. Bon, pour le coup, c'est une espèce ici bien spécifique, Cynodesmus obliquus. Mais on va considérer que tout le phytoplancton, c'est plus ou moins la même chose. Eh bien, on voit qu'elle peut avoir un ratio de carbone sur phosphore qui va de 100 jusqu'à 2000. C'est énorme. C'est un facteur qui est juste gigantesque. Si vous comparez avec les autres, ça n'a rien à voir. Les autres, regardez, c'est des toutes petites variations. Si on prend par exemple ici l'adulte poisson, on va dire qu'il oscille entre 25 et 35 par exemple. Ce n'est pas beaucoup. Si on prend ici le fameux cladocère, le Daphnia en orange, il doit osciller, je sais pas, j'imagine entre 60 et 80. Ce n'est pas beaucoup non plus. C'est-à-dire qu'ils ont tous des petites variations. Il y a uniquement ici l'algue qui a une variation qui est énorme, très très grande. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, le ratio carbone sur phosphore, on va voir ça comme de la qualité nutritionnelle. D'accord? Donc, si maintenant, moi, je vais au supermarché et je veux quelque chose de très énergétique, si j'ose dire, par exemple, je vais prendre plutôt un rapport faible. Si je veux quelque chose concentré en phosphore, j'en ai besoin, je vais plutôt prendre, on va dire, un rapport faible. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est plus le rapport il est faible, plus la qualité, je mets bien des parenthèses quand je dis qualité, mais plus la qualité va être meilleure. D'accord? Plus on va monter, c'est-à-dire que par exemple, si les algues, elles ont un ratio carbone sur phosphore qui est de 2000, la qualité nutritionnelle, elle est de moindre qualité. Si par contre elle est de 200 en 100, la qualité, elle est déjà meilleure. D'accord? Donc on voit que les algues, elles ont une grande gamme de variabilité du carbone sur phosphore, du ratio, et que les autres organismes, non. Les autres organismes, c'est quoi en fait? Les autres organismes, c'est des animaux. Donc en fait, si je mettais ici un humain, ce serait la même chose. Vous aurez vraiment une gamme très 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 faible. Et du coup, ça va impacter énormément de choses. Je vous donne un exemple concret, vous allez comprendre tout de suite. Si maintenant, vous tous, vous allez manger de la salade, on va dire que le ratio carbone sur phosphore, il est plutôt haut, donc salade pas très énergétique, pas de très bonne qualité. Eh bien, pour compenser cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste en manger plus. Alors que si maintenant, je vais prendre un nutriment de haute qualité avec un rapport qui est plus faible, une seule portion va me suffire. Et du coup, pour tous ces animaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand ils vont brouter, quand ils vont manger,
Si on prend notre fameux brouteur ici, le Daphnia, on a dit qu'il mangeait quoi? Du phytoplancton. Il va pour aller brouter de l'herbe. Si la qualité est bonne, ça sera bénéfique pour lui. Il aura un bon taux de croissance. Il pourra faire plus de petits, par exemple. Par contre, si quand il va manger l'herbe elle est de mauvaise qualité avec un rapport très 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 haut, ça peut impacter jusqu'à sa survie même. Et donc, maintenant, si on se concentre sur le graphique ici à droite, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de nouveau notre algue. Plus les ressources dans l'environnement sont grandes, par exemple, si ici, on va considérer que c'est du phosphore, et plus je me déplace ici, plus il y a du phosphore dans l'eau, d'accord? Pour le coup, ce serait le contraire, excusez-moi. C'est-à-dire que plus on vient ici, plus le phosphore il est haut, le ratio carbone il sera faible, et moins il y a de phosphore, plus le ratio carbone sur phosphore sera haut. D'accord? Mais ce qui est important à voir ici, c'est que les animaux, eux, ils n'ont pas le choix. Ce qu'ils vont manger, c'est ce qu'ils vont trouver. Tout simplement. C'est-à-dire que ces animaux-là, les trois que j'ai mis, pour faire simple, ils vont aller manger du phytoplancton, et le phytoplancton qu'ils vont manger va dépendre de l'environnement qui entoure le phytoplancton, tout simplement. Si le phytoplancton il est de mauvaise qualité, ils vont manger de la mauvaise qualité. Si c'est de la bonne qualité, ils mangeront de la bonne qualité. Et ceci va impacter sur leur reproduction et leur croissance. J'ai fait, vu que, excusez-moi, l'autre graphique, le dernier, j'entends qu'il peut être un peu compliqué pour certains, du coup je l'ai refait beaucoup, j'espère qu'il est plus facile à comprendre. Ce que j'ai fait, vous voyez, c'est le ratio donc carbone sur phosphore, donc le carbone ici en rouge et le phosphore en vert, et c'est uniquement le ratio des algues. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc les algues, elles sont ici, 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 jusqu'à là-haut, d'accord? On prend ici, premier niveau, il y a 2 carbones pour 1 phosphore. 2 divisé par 1, ça donne 2. On est bien au niveau 2. Donc le ratio carbone sur phosphore est de 2. Vous montez d'un étage, 3 divisé par 1, ça donne 3, au niveau 3. Et ainsi de suite. 4 divisé par 1, 4. Et là-bas, on a 5 carbones et 1 phosphore, qui va nous donner un ratio de 5. D'accord? Mais pourquoi le ratio ici, il monte? Tout simplement parce que la concentration, plus on se déplace ici, plus la concentration de carbone, elle va monter aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les plantes et le phytoplancton, elles sont ce qu'elles mangent. Je sais que vous entendez souvent ça en disant « vous êtes ce que vous mangez, vous êtes ce que vous mangez ». C'est vrai, mais pour les plantes, c'est encore plus vrai. Et pour le phytoplancton, c'est encore plus vrai. Ils sont ce qu'ils mangent. Si dans l'environnement, la concentration, elle est ici, eh bien leur ratio sera comme ça. Si la concentration elle est ici, le ratio sera de 5. Si elle est ici, elle sera de 2, et ainsi de suite. Mais par contre, maintenant, si on prend en compte les brouteurs, donc les 2 Daphnia, et ici j'ai mis des copépodes, donc considérez que ce sont des vaches qui vont aller manger le phytoplancton, et qu'est-ce qui se passe ici? La concentration, elle a beau monter, est-ce que le ratio des animaux change? Il ne bouge pas. Je vois toujours 3 carbones et 2 phosphores. Vous pouvez regarder tous les animaux. Ici, par espèce, vous prenez les Daphnia, 3 carbones de phosphore, une Daphnia ici, 3 carbones de phosphore. Ensuite, l'autre espèce, elle a un ratio différent, 2 carbones de phosphore, 2 carbones de phosphore, 2 carbones de phosphore. C'est-à-dire qu'en fait, les animaux, et on l'a vu dans le slide précédent, leur ratio carbone-phosphore ne varie quasiment pas. Donc, si dans l'environnement, la concentration de phosphore va augmenter, eux ne vont pas être impactés directement. Dans leur ratio, leur ratio carbone sur phosphore sera toujours le même. Par contre, ils vont être impactés sur ce qu'ils vont manger.
À votre avis, est-ce que c'est ce Daphnia ici, ou lui qui va manger le phytoplancton, on va dire, de meilleure qualité? Lui, au niveau où il va rencontrer quoi comme phytoplancton? Il va rencontrer un phytoplancton avec un ratio de 2. Lui, là-haut, au niveau où il sera plutôt du 3,5. Ce qu'il va manger. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que plus le ratio il est bas, plus la qualité est meilleure, pour faire simple. Du coup, en fait, ça veut dire que ce Daphnia-là, par rapport à lui, il aura un meilleur taux de croissance et probablement des progénitures qui seront plus viables, si j'ose dire. Et alors, si on prend les deux copépodes qui sont là-haut, les deux brouteurs tout là-haut, au niveau où ils vont manger vraiment un phytoplancton avec un ratio de 5, ce qui est de la très très mauvaise qualité. Et donc là, on aura terminé pour l'introduction. Pour résumer, le phytoplancton, quand je dis phytoplancton, retenez toujours que c'est des végétaux. Donc ces microalgues, ce phytoplancton-là dans l'eau, son ratio carbone sur phosphore va dépendre de l'environnement et de la concentration en phosphore dans l'environnement. Ici, je ne vais pas parler de photosynthèse et de l'assimilation du carbone, mais on va se concentrer sur phosphore. Il va dépendre que de ça. C'est-à-dire que le brouteur, quand il va le manger, qu'est-ce qui va se passer? Il va manger la qualité que le phytoplancton va lui donner à l'intérieur du phytoplancton. C'est ce que je vous ai montré. Si, ici, le ratio il est de 5, le Daphnia, ce fameux brouteur, va manger un ratio de 5. C'est tout. D'accord? Mais par contre, en fonction de l'époque, en fonction de comment l'environnement est structuré par rapport à la concentration de nutriments dans l'eau, c'est-à-dire en fonction des nutriments qu'il y a dans l'eau, les algues vont avoir des ratios carbone-phosphore différents. Et du coup, la qualité va varier. C'est-à-dire que notre fameux brouteur Daphnia, durant l'année, en termes de qualité nutritionnelle, il va avoir une large gamme. Par contre, si maintenant on parle du poisson, enfin des deux poissons ici, qu'est-ce qu'il mange le premier? Le premier, il va manger la Daphnia. On est d'accord? Et qu'est-ce que j'ai dit par rapport aux animaux? C'est que leur ratio carbone sur phosphore, il ne bouge quasiment pas. Eux ne bougent quasiment pas. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, je parle bien de qualité nutritionnelle, ce poisson-là, quand il va manger le brouteur, ce sera toujours la même qualité. Toujours. Toujours la même qualité. La seule chose qui va changer, c'est la quantité. C'est ça qui peut l'impacter. Et c'est ça qui compte pour lui. C'est la quantité. Soit il y a beaucoup de Daphnia et tant mieux pour le poisson, soit il n'y en a pas assez et ça peut être problématique. Et la même chose pour le brochet. Le brochet, il va manger ce petit poisson-là, ça reste un animal. Du coup, son rapport carbone sur phosphore ne va pas bouger et donc sa qualité nutritionnelle à lui, c'est toujours la même. Et par conséquent, le brochet, lui, quand il va manger ce poisson, peu importe l'année, ça sera toujours la même qualité nutritionnelle. Par contre, ce qui va changer la donne, ça va être simplement la quantité qu'il va manger. Après avoir terminé cette introduction, pour avoir posé quelques bases, on va s'attaquer à la problématique. Donc là, j'ai pris simplement quelques screenshots de certaines dépêches sur, il n'y a qu'à lire, des facteurs environnementaux menacent la pêche dans le Léman. Une autre, le lac Léman, les FERA sont en forte diminution. Et celui-là que je préfère, c'est celui-là. C'était un petit mini-reportage de la RTS, et le titre c'est « Les poissons disparaîtraient de nos lacs à cause de l'eau trop propre ». Alors généralement, on entend l'inverse. Généralement, on entend « Non, mais s'il n'y a plus de poissons ou si tel organisme a un problème, c'est qu'il y a trop de pollution ». Et là, ils disent « Parce que l'eau, elle est trop propre ». Et pourquoi c'est un sujet qui est d'actualité?
Il y a à peu près 1 an et demi, avec mon équipe, on a rencontré des pêcheurs, je crois que la plupart étaient de Nyon, sauf erreur de ma part. Et donc on discutait de ce problème-là. C'est qu'apparemment, il y avait des stocks de pêche, le rendement commençait à descendre. Mais surtout, il nous disait que beaucoup de captures qu'il faisait, les poissons étaient maigres, étaient plus petits. Voire il y avait beaucoup de portées qui simplement n'arrivaient pas à maturité. Et voilà. Du coup, on s'est penché sur cette question. Et première chose, c'est ici le rendement en kilos dans le lac Léman Alors, le plus important ici, vous pouvez regarder, c'est les barres en orange ici, parce que c'est le total. Tous les poissons réunis, c'est le total. C'est des données que j'ai soutirées, que j'ai téléchargées de la Confédération. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que à partir de 1997, c'est plutôt stable, et on a eu un grand pic dans les années fin 2000. Et puis, on voit qu'à partir de 2012-2013, on a de nouveau une chute qui s'instaure. Alors, vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas les données de 2021, ni les données de 2022. Elles ne sont pas encore accessibles. Néanmoins, le canton de Genève, on peut déjà avoir accès à leurs données de 2021 et ils tabulaient, je crois, sur une baisse de plus de 8% par rapport à l'année précédente. Donc les pêcheurs, on voit dans le graphique, on constate qu'il y a une certaine régression ici. Et en plus de ça, quand on discute avec eux, ils nous disent que leurs prises, les poissons sont de plus en plus maigres. Et après, il y a aussi certaines espèces qui ont des chutes brutales plus que d'autres. Typiquement, ici, on peut regarder les corégone. Les corégone, ici, c'est les bleus clairs. Elles ont une chute brutale. En 2019, elles ont atteint un pic très, 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 très bas. Donc, c'est intéressant de creuser, de voir quelles peuvent être les causes. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai toujours dit que c'était multifactoriel. Il peut y avoir d'autres explications aussi, notamment le brassage. On pourra revenir dessus. Alors, ici, on va parler de la dépollution organique. Donc là, on s'attaque maintenant au titre du sujet, du titre de la présentation. Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que l'eutrophisation. Donc, je vous ai mis ici un graphique qui l'explique de manière la plus simple possible. L'eutrophisation, c'est quoi? C'est quand il y a une accumulation de phosphore et d'azote dans l'eau. Donc le phosphore, c'est surtout dans les lacs, le phosphore, c'est un nutriment limitant. C'est-à-dire que du moment qu'on met du phosphore, vous allez probablement avoir une croissance algale assez grande. D'accord? Donc quand il y a trop de phosphore qui s'accumule, ici, mettre de l'azote, mais pensez surtout au phosphore qui s'accumule, qu'est-ce qui se passe? Les plantes aquatiques et les algues vont proliférer. Elles vont proliférer. Sauf qu'après, ces algues-là, elles vont bien mourir. Et quand elles vont être décomposées, elles vont être décomposées par quoi? Par des bactéries. Et ces bactéries, pour la décomposition, elles consomment beaucoup d'oxygène. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne surtout le fond du lac, ou certains niveaux, ou certains bords du lac, où l'oxygène va être très faible. Et on va voir peut-être même des fois des zones anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène. Et ça va complètement bouleverser la biodiversité. Pourquoi? Parce que uniquement les animaux, on va dire, ce qu'on appelle peu spécifiques, qui vont vraiment s'habituer. Il y en a beaucoup qui vont soit disparaître, parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter, mais de manière générale, la communauté peut vite changer. Donc, l'eutrophisation, pour la biodiversité, retenez que c'est mal, parce qu'il y a uniquement quelques espèces qui arrivent à survivre, si j'ose dire, qui arrivent à s'adapter. Et donc, également pour la pêche, c'est quelque chose de mauvais. Tout simplement parce que quand les poissons, ils vont, ce qu'on appelle mettre des frettes avec les œufs, comme les œufs, pour qu'il y ait des alevins ensuite, si l'eau n'est pas oxygénée, c'est très problématique. Et les poissons ne peuvent pas mettre des œufs à toutes les profondeurs non plus. Donc si, par malheur, leur zone de ponte était, je dis quelque chose,
purement au hasard était de 30 mètres et que dans cette zone-là, il y a peu d'oxygène dissous, eh ben, ça peut créer de grandes pertes. Donc ensuite, ce graphique, tout ce qu'il faut retenir, donc ça vient du CIPEL. Donc le CIPEL, c'est l'organisme qui s'occupe du suivi du lac Léman. En 1974, ou même avant, ils ont décidé bon, il y a trop d'eutrophisation dans le lac. Pourquoi? Parce qu'avant, les stations d'épuration n'étaient pas aux normes. Et aussi, l'agriculture n'était pas comme maintenant, c'est-à-dire qu'on utilisait beaucoup de composés phosphatés. Et les lessives contenaient beaucoup de phosphate. Et elles passaient les barrières des stations d'épuration. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Énormément de phosphate arrivait dans le lac Léman. Énormément de phosphate arrivait dans le lac Léman, donc l'eutrophisation commençait à s'accélérer. Donc ça a impacté la pêche, mais aussi la biodiversité. Et même d'un point de vue typiquement récréatif. Typiquement récréatif. Si maintenant je vous dis, vous préférez vous baigner dans un lac plutôt avec les eaux qui sont cristallines ou aller dans un étang avec des petites algues qui flottent. Je n'ai pas dit que le Léman était comme ça, mais on s'approche plus de, on va dire, une zone avec beaucoup de concentration algale. Donc, pour la biodiversité, c'est quelque chose de négatif, mais il y a aussi tout ce qui est côté récréatif, etc. Donc, on va dire que c'était en très mauvais état. Et ils ont pris des mesures. Donc, typiquement, changer l'assainissement, donc meilleur contrôle, meilleur, comment je pourrais dire ça, nettoyage, si j'ose dire, des eaux usées. Trouver des façons comment je pourrais dire ça, des façons avec des meilleurs engrais moins phosphatés pour l'agriculture. Et en 1986, en Suisse, ils ont voté la loi où interdiction des lessives avec du phosphate. En France, c'était bien plus tard, c'était en 2007. Bref, toutes ces mesures ont fait que l'état du lac a commencé à s'améliorer. Sauf que, ici, la question, c'est est-ce que le lac n'est pas devenu trop propre? Parce que quand on regarde ce graphique, c'est juste un simple indice. On peut le critiquer, on peut prendre du recul et critiquer cet indice. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la qualité commence à s'améliorer. L'objectif de CIPEL, on y est presque, d'accord? Mais on voit que donc, le lac s'améliore, mais pour autant, il y a des problèmes liés à la pêche qui commencent en gros, à nous faire écho. Donc on va voir tout ça. Ici, de 1955 jusqu'en 2020, c'est le phosphore dans le lac, cette fameuse eutrophisation que je vous ai parlé. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en 1955 et jusque... Le pic, c'est en 1979, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 1979, avec un pic de 89,5 microgrammes par litre de phosphore. Bon, ici, les unités ne sont pas très importantes, mais je pense que là, c'est peut-être plus parlant pour vous, parce que ça parle en tonnes. Mais en gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une explosion du phosphore dans le lac, donc l'eutrophisation s'est accélérée, et que dès que des mesures ont été prises, on a réduit le phosphore dans le lac. Et on l'a réduit de manière drastique. C'est-à-dire qu'entre 89 ici et 15 ici en 2015, il y a plus de 80 de différence quand même. Donc, excusez-moi, il y a plus de, je dis n'importe quoi, il y a plus de 70 de différence. Donc c'est énorme. Mais vous avez vu qu'ici, le niveau il était plus bas. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le lac de Genève, comme n'importe quel lac alpin, avant l'eutropisation, tend plutôt vers l'oligotrophe. Et donc là, on est en train de nouveau, il est plutôt mésotrophe, mais on tend plutôt vers l'oligotrophie également, même si on peut débattre de ça. Donc ici, important juste à retenir, c'est énorme pollution organique, donc pic de concentration de phosphate. Des mesures ont été prises, le phosphate a diminué. Et donc, maintenant, on va se concentrer sur
On a vu donc, il y avait une pollution organique, que des mesures ont été prises, que le phosphate a diminué. On va voir d'autres données à long terme et on va essayer de visualiser comment les organismes ont... Comment je pourrais dire ça? Comment les organismes se sont adaptés, comment ils ont évolué? Est-ce qu'il y a eu des changements ou pas? Et comment ça, ensuite, on peut le corréler avec ce qui se passe maintenant avec les poissons? Alors pour ça, je vous ai mis cette diapo. Pourquoi? Parce que j'ai pris des données qu'on appelle des données OLA, et c'est principalement l'INRA. Donc l'INRA, c'est à Thonon, en France, et depuis les années 70, ils prélèvent des données bimensuelles. Donc de manière bimensuelle, ils prennent des données physico-chimiques et biologiques également, et ils les mettent simplement en ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire qu'on peut, faut leur faire une demande ou s'inscrire, et ensuite on peut prendre ces données et les traiter, les analyser. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici, la première chose, vous avez 3 graphiques. Le premier, c'est le fameux carbone sur phosphore. D'accord? Donc ici, le fameux carbone sur phosphore, c'est quoi? C'est très simple. C'est, vous prenez de l'eau, vous filtrez. Quand vous filtrez de l'eau, ce qui va rester sur le filtre, c'est du ceston. Mais pour faire plus simple, on va dire ce qui va rester sur le filtre, c'est du phytoplancton. Donc c'est ces fameuses algues. Vous prenez de l'eau, vous filtrez, il y a les algues qui restent. Et ensuite, moi, ces algues-là, je vais mesurer leur contenu. Le carbone et le phosphore, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai des données. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis, donc ces données ont commencé en 1986. Avant, je n'ai pas. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, si on regarde le carbone sur phosphore en vert, il y a une légère, mais il y a une augmentation. D'accord? En bleu, c'est le phosphore, ici phosphate, donc les orthophosphates, qu'on trouve dans le lac. Pour faire simple, ça c'est ce que vont manger le phytoplancton. D'accord? C'est le phosphate. Donc je vous ai déjà montré un graphique, on a vu le phosphate, comment il a diminué, le total phosphore. Bah, ici, vous en avez un autre depuis 1986. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'également, on est passé d'à peu près 60 microgrammes par litre à rien du tout, à moins de 10. Donc c'est très pauvre, il n'y a quasiment plus rien. Et surtout, vous voyez qu'avant, il y avait des variations. Pourquoi? Parce que chaque point, c'est une saison. Là, si vous voulez, il y a 4 mesures par an. Vous avez le printemps, vous avez l'été, vous avez l'automne et vous avez l'hiver. Et donc, ce qui est normal, c'est qu'on constate des variations. D'accord? Et bien, de plus en plus, ces variations se font très très petites, voire quasiment elles tendent à disparaître, pour arriver à des teneurs qui sont extrêmement basses. Donc là, on voit bien que l'orthophosphate, qui est disponible pour le phytoplancton, qui vraiment le permet de se nourrir et de grandir, il diminue. Et ici, vous avez la chlorophylle. Alors, la chlorophylle, vous trouvez uniquement ça, je vous ai dit, chez les végétaux et chez les plantes, donc chez le phytoplancton. C'est juste un autre moyen de voir, de contrôler la biomasse. Donc, si vous voulez, l'abondance, si j'ose parler, ce n'est pas le bon terme, mais on va dire l'abondance du phytoplancton. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a peut-être une légère baisse, mais ça reste plutôt stable. Or, ça ne semble pas très logique. Pourquoi? Parce que le phytoplancton, il se nourrit de orthophosphate. Et nous, ce qu'on constate, c'est que l'orthophosphate diminue, donc le phosphate dans l'eau, il diminue, normal, parce qu'on a pris des mesures, mais par contre, le phytoplancton, lui, reste stable. C'est quelque chose qui est contre-intuitif. Ici, un autre graphique avec le total phosphore depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est toujours le phosphore ici. Seulement ici, je l'ai divisé en 2 parties. J'ai divisé en rouge, c'est le total phosphore dans la colonne d'eau supérieure, de 0 à 20 mètres. Pourquoi? C'est dans cette zone qu'on trouve le phytoplancton, parce que dans cette zone qui est productive, il y a de la lumière.
Donc les plantes ont besoin de lumière. En dessous, il n'y aura pas de phytoplancton. J'exagère, on peut en trouver certains en dessous, mais généralement c'est de 0 à 20. Et surtout, je vous ai mis également le phosphore qui est en profondeur, au fond du lac, à 250-309 mètres. 309 mètres, c'est le point le plus bas du lac. Pour ceux qui savent, c'est SHL2. C'est pas loin de Lausanne. Et pourquoi j'ai mis ces deux graphiques? C'est tout simplement pour vous montrer que ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse aussi, in fine, les pêcheurs, c'est que si on va supposer que le phytoplancton, la qualité nutritionnelle du phytoplancton commence à régresser, c'est surtout ce graphique qu'on doit regarder, le phosphore dans la surface, parce que le phytoplancton ne va pas en bas. Donc c'est le phosphore disponible en surface. Et par contre, ce que vous voyez en bas, c'est le phosphore qui est cumulé, parce que le phosphore il tombe, il va s'accumuler dans les sédiments, etc. D'accord? Donc là, les pointillés en rouge que vous voyez, c'est la fameuse loi interdisant le phosphate en 1986 en Suisse, et là je vous ai mis le même en France en 2007. D'accord? Donc, est-ce que l'interdiction en 1986 et le fait qu'on ait ici tout d'un coup une chute assez brutale tout de suite après soit corrélée? Probablement. Donc ça marche. Ici, ce graphique, c'est de nouveau, ce que vous voyez en bleu, c'est la biomasse, donc l'abondance du phytoplancton, les variations. Donc c'est des moyennes par saison, vous en avez 4 annuelles. Et l'autre, c'est de nouveau l'orthophosphate. En fait, c'est ce que je vous ai montré avant, mais ce coup-ci, je les ai combinés. C'est simplement pour vous montrer la fameuse tendance qui n'est pas logique. C'est qu'on a une baisse du phosphate, donc une baisse de la nourriture pour le phytoplancton, mais le phytoplancton en bleu, lui, il reste stable. Mais comment il fait? Comment il fait? Ça, c'est intéressant. C'est comme si maintenant, vous cessiez de donner, ou vraiment très très peu à manger à vos, je sais pas, à vos lapins, et eux, ils arrivent durant toute l'année, toutes les décennies, à avoir la même abondance, à avoir le même nombre. Ce n'est pas intuitif. Donc ici, on va regarder plus en détail le ratio carbone sur phosphore. Donc, je pense que je dois bien faire de le répéter. De nouveau, le rapport carbone sur phosphore, c'est simple. Ici, c'est on a pris de l'eau, on a filtré, vous avez les algues, et je mesure le contenu des algues. Pardonnez, j'ai laissé en anglais. Du coup, spring pour printemps, en haut ici. Summer, bon, pour l'été. Ici, vous avez l'automne, et ici en hiver. Et je voulais simplement voir ici les variations du rapport carbone sur phosphore dans les dernières décennies, donc au printemps, en été, en automne et en hiver. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate surtout qu'au début des années 2000, surtout au printemps, on a une augmentation du ratio carbone sur phosphore qui commence à s'accélérer. Et on observe exactement la même chose avec une moindre mesure en été et en octobre. Pourquoi? Parce que ici, le printemps, l'été et l'automne, c'est vraiment, on va dire, la période de production du phytoplancton. En hiver, il n'y a pas grand-chose, mis à part quelques cyanobactéries. D'accord? Donc, ce qu'on peut supposer déjà, c'est qu'en regardant ces graphiques, on peut dire, OK, donc le phytoplancton, ce qu'il fait, c'est qu'on voit que sa biomasse, son abondance, elle ne bouge pas, mais par contre, sa qualité nutritionnelle est en train de baisser. Parce que le rapport carbone sur phosphore, il monte. D'accord? Donc, ici, un autre graphique où, en jaune, vous avez la biomasse, pareil, avec des variations de saison, et en bleu, j'ai superposé le ratio carbone sur phosphore. Ici, je ne l'ai pas mis en log, tout simplement. D'accord? On pourra revenir dessus s'il y a des questions sur ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? De nouveau, on voit que
Même si vous voyez des grands pics de variation ici, souvent c'est dû à certaines années exceptionnelles. Mais de manière générale, si on prend une moyenne, je trace une moyenne, c'est plutôt stable. Donc la biomasse ici, phytoplanctonique, elle est stable. Et par contre, si vous regardez en bleu, le ratio, il monte légèrement, mais il a une tendance plutôt haussière. Donc, de nouveau, ça se confirme, la biomasse du phytoplancton ne bouge pas, mais par contre, donc, on va dire la quantité, pour faire plus simple, biomasse égale quantité, la quantité du phytoplancton ne bouge pas, mais sa qualité a tendance à être moindre, parce que son ratio, il monte. Donc ici, c'est un autre graphique qui montre la même chose, mais ce coup-ci, il n'y a pas de ratio de carbone sur phosphore. C'est vous avez la biomasse du phytoplancton, sauf qu'ici, c'est séparé par différentes espèces, tout simplement, différents groupes phytoplanctoniques. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez certaines années ici exceptionnelles, notamment parce qu'il y a des grands pics de Zygmatophysae. Je pense qu'il y a eu des grands blooms durant cette année-là. Mais de manière générale, si on devrait tracer une moyenne, ça ne bouge pas beaucoup. À la limite, on pourrait même dire qu'ici, il y a une légère tendance haussière, légère, alors que le phosphore, il descend. Ici, le même graphique, mais simplement, j'ai fait pour chaque groupe d'espèces, Et tout ça, pourquoi? C'était pour vérifier s'il y avait, durant les dernières décennies, parce qu'il y a un changement, on a bien vu que le phosphore descendait, et de manière drastique. Mais par contre, la biomasse ne bouge pas. Mais ce qui m'intéressait, ce qui nous intéresse nous, c'est aussi de voir, est-ce que la communauté, elle change? Ok, la biomasse, peut-être qu'elle reste la même, mais les communautés, peut-être qu'elles sont en train de changer. Et quand on regarde les groupes, eh ben, ce n'est pas si clair que ça. À part une grosse descente des Dinophysae fin des années 70, et peut-être une petite augmentation des, où c'est écrit Bacillariophysae, là c'est les diatomées, ça veut dire diatomées ici, une légère montée. De manière générale, il n'y a pas de grand changement. Je vous dirais que ces deux ici, les grands pics que vous voyez qui sont énormes, avec des grandes valeurs, c'est juste des blooms, c'est des années exceptionnelles. Ce n'est pas, comment dire, quelque chose de généralisé ici. Et donc, de nouveau, j'ai fait un graphe avec la biomasse du phytoplancton, donc la quantité du phytoplancton. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une légère augmentation au printemps. En été, ça a plutôt tendance à stagner. En octobre, à peu près la même. Par contre, en hiver, on voit quand même une augmentation significative. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le phosphore descend, la biomasse, elle ne bouge pas trop. Au contraire, elle monte même légèrement à certaines périodes. Donc c'est vraiment contre-intuitif. Et ce graphique-là, excusez-moi, je pensais qu'il allait mieux ressortir que ça, du coup la qualité. Est-ce que tout le monde voit les couleurs ici au moins? C'est ce qui compte. Ne regardez pas ce qu'il y a écrit, je pensais que ça allait sortir plus gros. Première chose, ici vous voyez écrit espèce, vous voyez écrit genre. Donc là, on est toujours en train de parler de phytoplancton, des microalgues, d'accord? Ici, j'ai fait un un modèle qui s'appelle MDS, simplement des sortes de distances euclidiennes. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Plus un point est proche de l'autre, et plus ça veut dire que les communautés sont semblables. Plus un point est éloigné, plus les communautés sont dissemblables. En fait, en rouge, tous les points rouges, c'est les années 70. En jaune, c'est les années 80. En vert, les années 90, en bleu, les années 2000, et les violets, roses ici, c'est de 2010 jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et chaque point représente une année, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on regarde le phytoplancton par espèce, si vous vous souvenez, on a vu que les groupes ne changeaient pas beaucoup. Mais par contre, quand on regarde les espèces, on voit qu'en fonction des différentes décennies, il y a des formations bien spécifiques. Si on regarde ici, ceux des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, elles sont assez proches, celles qui sont en rose ici. Pareil pour ceux des années 80, ici en jaune. Pareil pour les années 2000, plutôt en bleu ici,
qui se croise un peu avec les années 90. Donc, qu'est-ce que ça montre, ce graphe? Ce graphique montre tout simplement qu'il y a un changement de communauté. Les communautés de 1970 et celles qu'on trouve aujourd'hui sur le lac Léman, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes communautés. Et c'est peut-être ça qui pourrait expliquer qu'il n'y a pas encore une chute brutale de la biomasse. Parce que l'abondance, logiquement, devrait chuter, vu le taux bas de phosphore qu'il y a. Mais pour l'instant, il n'y a rien de ça qui s'est passé, qui s'est produit. Peut-être parce que la communauté a changé et que les espèces qui sont là, elles ont des propriétés où elles ont des stratégies de stockage ou des stratégies d'adaptation qui sont plus grandes que celles qui étaient avant et les ont remplacées. Et j'ai d'autres données qui montrent ça. Donc ici, c'était les espèces. Ici, tout simplement, c'est exactement la même chose, mais c'est les genres. C'est-à-dire que je passe à un niveau au-dessus. Mais grosso modo, ça montre la même chose ici. D'accord ? Donc il y a eu un changement de communauté qui a été fait. Donc ça, c'est pour le phytoplancton. Maintenant, on va regarder pour le zooplancton. Ça sera rapide, il n'y a que 3 slides pour le zooplancton. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le zooplancton, c'est les brouteurs, c'est ceux qui mangent, ces deux-là, c'est ceux qui mangent le phytoplancton. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ça a gardé une certaine stabilité, mais que depuis, on va dire, le début des années 2000, il y a une chute quand même assez significative. On le voit là. Ici, vous voyez le biovolume, ça va de 1970 à 2020. On voit qu'il y avait une certaine stabilité, même s'il y avait déjà une pente descendante. Et tout d'un coup, il y a vraiment une chute qui s'est opérée. D'accord ? Ici, tout simplement, c'est pour montrer l'abondance des deux espèces qui composent les cladocères. Donc les Daphnia que vous voyez ici, notre fameuse vache brouteuse pour le coup, et ici ce qu'on appelle un Bosminidae. D'accord ? C'est du même genre. Mais voilà, ici important, c'est que les brouteurs du phytoplancton sont en train de descendre. Ce qui pourrait aussi peut-être expliquer pourquoi le phytoplancton a une tendance à augmenter à certaines périodes. Ici, c'est du coup les calénoïda et les cyclopoïdes. En fait, c'est ce qu'on appelle des copépodes. Donc pareil, c'est un zooplancton, lui, qui est herbivore, donc il mange aussi du phytoplancton. Comme Daphnia, c'est 2 brouteurs également. Et si vous regardez ici le biovolume, c'est exactement la même tendance. Un peu moins marquée, mais c'est la même tendance que l'autre. Donc on voit qu'il y a une chute qui s'est accélérée, on va dire, milieu des années 2000. D'accord ? Donc c'est vraiment important là. Le biovolume, c'est ce qui montre vraiment la tendance. Et ici, tout simplement, c'était chaque espèce ici calénoïde, je crois que vous voyez ici, on voit son évolution, et cyclopoïde, son évolution durant les 40 dernières années. C'est même 50 dernières années pour le coup. Et enfin, la variation de Leptodora. Leptodora et Bitotrephe, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les fameux mangeurs de brouteurs. Enfin, c'est les premiers prédateurs. Donc en fait, eux, c'est les lions qui vont manger les fameux brouteurs. D'accord ? Et eux, pareil, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que milieu des années 2000, il y a une accélération plutôt en pente descendante. D'accord ? Je n'ai pas encore les données de 2022, mais ce sera intéressant de voir tout ça. Donc, ici, tout simplement, si on doit résumer, il y a une baisse du phosphore et une augmentation du ratio carbone sur phosphore. Donc, baisse du phosphore et augmentation du ratio carbone sur phosphore à l'intérieur du phytoplancton. Donc, s'il y a augmentation du ratio carbone sur phosphore, ça veut dire qu'il y a une baisse de la qualité nutritionnelle. Par contre, la biomasse du phytoplancton, elle est plutôt stable, ce qui est contre-intuitif encore une fois. Mais on a observé un changement de communauté du phytoplancton. Et une baisse du zooplancton en accélération depuis le début des années 2000-2010. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et surtout la dernière phrase, parce que s'il y a une baisse du zooplancton, ça veut dire qu'il y a moins de nourriture pour les poissons. Maintenant, on va passer à la partie projet. Donc,
Les données OLA, donc les données que je viens de vous montrer, on va dire les données historiques dans le temps, elles nous ont montré quoi? Elles ont montré que le phosphore il descendait, que la biomasse du phytoplancton restait plutôt la même. On voit qu'il y a un changement de communauté et également une baisse du zooplancton. Et nous, ce qu'on a voulu voir maintenant, c'est à travers deux projets. Un projet où on va se concentrer sur le zooplancton. On a fait une expérience en laboratoire pour voir comment il réagissait en fonction de la nourriture qu'on lui donnait, qualité et quantité. Et un autre projet qui est un suivi du phytoplancton de manière automatisée. Et essayer de corréler ça avec le ratio carbone sur phosphore. Donc, là, ce que vous voyez, c'est l'Explore. C'est une sorte de bijou technologique qui, je vous dis, au large de Puy, donc à côté de Lausanne. Et ici, vous avez les contributeurs, d'accord? Donc il y a bien l'Université de Genève, EPFL, EWAG, Cartel INRA, ça c'est français, d'accord? Et en fait, là, il y a énormément de projets qui sont actuellement en process. Et je vous conseille, je vous encourage à aller voir le site, c'est très intéressant. Il y a tous les projets, il y a même pour ceux qui ont Twitter qui peuvent suivre ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, première chose, on s'est dit, bon, ça serait intéressant de voir la dynamique du phytoplancton, donc la dynamique des microalgues, voir la dynamique des communautés durant l'année et corréler ça avec le phosphore dans l'eau et avec le carbone C2P, donc le ratio C2P. Donc pour faire ça, à l'intérieur du bâtiment flottant que vous avez vu, on a cet appareil qu'on appelle un cytomètre de flux, en fait. Là, je vais le dire en anglais, excusez-moi. Et qu'est-ce que fait cet appareil? C'est très simple. Ici, il y a une sorte de grue avec un grand câble. Il va descendre à toutes ses profondeurs, à 1 mètre, 2,50 mètres, 5 mètres, et ça jusqu'à 30 mètres. Et ensuite, quand il va remonter les échantillons, il va pomper de l'eau. L'eau va passer dans cette machine que vous voyez ici, le cytomètre de flux. Et le cytomètre de flux, lui, il va mesurer cellule par cellule avec un laser. Comme ça, on aura la concentration particulière vraiment absolue. Et en plus de ça, dans cet appareil, il y a des lasers qui vont mesurer la fluorescence. Et qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça peut nous permettre, ensuite avec des analyses, de voir la composition du phytoplancton. Donc ça, c'est le genre de données que ça peut nous donner. Ici, tout simplement, j'ai juste mesuré les cellules totales qui sont passées, donc l'abondance totale du phytoplancton. Et c'était durant toute l'année 2021. Là, j'ai pris un petit passage qui allait de août jusqu'à septembre, et qu'est-ce qu'on constate? Plus c'est rouge, plus la concentration elle est grande, d'accord? Donc on voit déjà que la concentration du phytoplancton, elle se situe plutôt dans les couches superficielles, donc vous voyez, au-delà de 20 mètres, il n'y a déjà pas grand-chose. Ben, c'est simple, pourquoi? Parce que l'eau, quand elle pénètre dans la colonne d'eau, la lumière, quand elle pénètre dans la colonne d'eau, arrivé à 20-25 mètres, il n'y a déjà plus beaucoup de lumière. Or, le phytoplancton, n'oubliez pas, ce sont des plantes, elles ont besoin de lumière. Donc c'est pour ça que la productivité se trouve plutôt dans les 20 premiers mètres. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a détecté ici? En septembre, un gros pic de concentration en surface. Et bien ça, c'est de manière automatisée. On peut avoir les données quasiment en direct. Et après, en fait, on a vu que ça a corroboré avec un bloom d'Urogléna qu'il y a eu en septembre 2021, tout simplement. Et ça, c'est une image satellite, dont vous voyez le lac Léman, et vous voyez les grosses traînées vertes comme ça, tout ça, c'est du phytoplancton. Tout ça, c'est des microalgues. Ces microalgues-là, c'est-à-dire que normalement, il faut un microscope pour les voir, mais quand elles sont condensées et qu'il y a un grand bloom, depuis l'espace, on peut les voir. Et ça, croyez-moi, c'est un bloom plutôt petit. Non, c'est un grand bloom, dans le sens où ça a pris tout le lac, mais quand on regarde certains blooms qu'on peut voir avec des images satellites à la surface de l'océan, c'est juste gigantesque. Ça prend des superficies juste gigantesques. D'accord? Donc voilà à quoi ça peut servir. Ici,
je vous explique de manière très très simplifiée, très rapide, comment cette machine-là fonctionne. Je vous ai dit que chaque cellule passait dans un laser, et chaque fois que ça passe dans un laser, ça va être un point. Chaque point que vous voyez là, c'est une cellule qui a été mesurée. Chaque petit point là, c'est une cellule, donc un phytoplancton qui est passé dans le tube, le laser l'a mesuré, et il m'envoie certaines valeurs. On ne va pas rentrer dans les détails des valeurs, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces fameuses valeurs-là, ensuite, on peut analyser, on peut essayer de faire un modèle, et on peut essayer de discriminer chaque groupe de phytoplancton qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça? Parce que normalement, on le fait depuis plus de 50-60 ans via le microscope optique. Mais il y a de moins en moins de spécialistes en taxonomie. Moi, pour être sincère, j'en connais qu'un ici. J'en connais qu'un qui est à l'INRA, c'est Frédéric Rimet. C'est le seul que je connais. C'est le seul. C'est très, très chronophage. On perd énormément de temps. Il faut être vraiment spécialiste. Certaines cellules sont vraiment identiques. Il faut vraiment savoir les discriminer. Et du coup, nous, on essaie de développer quelque chose pour que ça soit automatisé et avec la plus grande précision possible. Au passage, ce qu'elle fait aussi, chaque cellule, quand elle passe, donc chaque petit point, c'est un phytoplancton qui est passé. Ici, ce que vous voyez, c'est un seul phytoplancton. C'est-à-dire que dès que je clique sur n'importe quel point, j'ai ici une image, on va dire un spectre, j'ai un spectre du phytoplancton qui est passé. Et ce spectre-là, ensuite, c'est certaines données de fluorescence. Je pourrais discriminer tel et tel phytoplancton. Et de temps en temps, il me donne des photos. Donc là, ce que vous voyez, c'est un Planctotrix, c'est une cyanobactérie, avec l'échelle. Donc ça reste quand même un outil fabuleux. C'est assez incroyable. Voilà, ensuite, tout ce qu'on peut faire avec cet outil, c'est... Donc là, vous voyez les photos qu'il prend. Il prend, comme je vous ai montré, différentes analyses de fluorescence. Et nous, après, ce qu'on essaye de faire, c'est on analyse l'image avec un certain software, on peut faire des calculs de biovolume, identification des principaux groupes, et on peut faire des modélisations. Et ça nous donne ce genre de choses. Alors ça, c'est encore un qui est en process, on ne l'a pas terminé. Mais chaque petit point représente un phytoplancton, un seul, on va dire un individu ou une colonie, mais on va dire ça représente une cellule. Pardon. Et ensuite, avec des modèles, on essaye de différencier, de discriminer certains clusters. Et pour l'instant, par exemple, on a réussi à discriminer, on sait que c'est des diatomées ici, on sait qu'ici c'est des cryptophytes en rouge, on sait que là-haut, les bleus et même le violet sont plutôt des cyanobactéries. Ici, c'est un graphique donc de janvier 2021 jusqu'à ici en octobre 2021, donc quasiment toute l'année, où on a essayé de voir les variations de carbone sur phosphore. On a pris des mesures chaque fois dans le lac, sur la plateforme, excusez-moi, dans le lac sur la plateforme. Et on a essayé de voir comment ça variait dans le temps, le ratio carbone sur phosphore. Et on voit que les variations dans l'année sont assez grandes, sont assez énormes. On voit que ça va de 1006 jusqu'à 203. Donc c'est des grandes variations de ratio carbone sur phosphore. Donc qu'est-ce qu'on faisait? C'était simple. Chaque semaine, on prenait un échantillon d'eau, on le filtrait, et ce qu'il y avait dans le filtre, c'était les algues, et là on mesurait le contenu des algues, et à chaque profondeur. Et donc ce que vous voyez, ce sont les données de ces fameuses mesures-là. Donc on voit qu'il y a une très grande variabilité du carbone sur phosphore durant l'année. Ensuite, donc ça c'était la partie pour discriminer le mieux possible le phytoplancton. On l'a fait à travers la plateforme. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est une expérience avec les fameux brouteurs, les fameux Daphnia, en laboratoire. Alors, c'est très simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 6 individus, qu'on les a mis dans des jarres, c'est tout bête, et chaque jarre contenait une quantité, c'est-à-dire qu'on allait les nourrir avec une quantité différente de phytoplancton, et surtout une qualité différente de phytoplancton. Donc quand vous lisez de nouveau qualité ratio carbone sur phosphore,
c'est les petits phytoplanctons que j'allais mettre ici pour nourrir les daphnias avaient une qualité différente de carbone sur phosphore et une quantité différente. Et on a laissé pendant 14 jours. On a laissé pendant 14 jours et on a vu comment la population allait réagir, c'est-à-dire la mortalité et surtout le taux de reproduction. C'est ça qui nous intéressait. Donc on a fait ça et ça a été disposé comme ça. Là, c'est plus concret. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici quantité, ratio carbone sur phosphore, donc la qualité nutritionnelle du phytoplancton. Et là, c'est les quantités par lesquelles chaque 2 jours, on allait nourrir les daphnias. Et on a laissé du coup les daphnias pendant 14 jours sous ces conditions-là. Donc, dans chaque jarre, il y a 6 individus. Dans chaque jarre, il y a 6 individus. Et avec des traitements différents. Donc là, en tout, vous avez 7 x 5, vous avez 35 traitements différents. Si on prend, pour vous expliquer, si je prends par exemple cette jarre ici, on lui donnait du phytoplancton qui avait un C2P de 1000 et quantité de 0,4 mg de carbone par litre. D'accord ? Donc chaque jarre ici a un traitement différent. Et du coup, qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné ceci. Ici, en abscisse, vous avez la qualité nutritionnelle, donc du ratio carbone sur phosphore. Et, oula, je pense que... Bon, c'est pas grave. Bon, ici, c'est les juvéniles, c'est-à-dire le nombre de juvéniles qu'il y a eu après les 14 jours. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que plus le ratio carbone sur phosphore il est petit, et plus il y a eu de juvéniles, plus il y a eu des bébés qui ont été produits. D'accord? Donc, ça explique ce que j'avais dit au début, c'est que plus le ratio carbone sur phosphore il est faible, et plus la qualité elle est grande. Donc là, la qualité, elle est plus c'est petit, plus la qualité nutritionnelle est meilleure. D'accord? Et donc, meilleure qualité nutritionnelle, ça a produit plus de petits daphnias. Chaque courbe de différentes couleurs que vous voyez, ça représente une concentration, une quantité différente de phytoplancton. De phytoplancton, une quantité différente de phytoplancton qu'on a donnée. Donc, ici, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que peu importe la quantité qui a été donnée aux daphnias, plus la qualité nutritionnelle, elle descendait et plus ces traitements-là, dans les traitements, les daphnias, plus de petites daphnias ont été produites. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et sur le graphique de droite, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai inversé les milligrammes, donc la quantité par la qualité. Ce coup-ci, chaque courbe que vous voyez ici représente la qualité, donc ratio carbone sur phosphore, et ici en abscisse, vous avez la quantité. Donc là, c'est déjà un peu moins clair. Par contre, ce qu'on constate, c'est que, et c'est assez intéressant, si vous prenez ici le rouge, donc qui est un ratio très faible, hein. Le rouge là, c'est le ratio très très faible, et ainsi de suite avec le orange à 60 et le vert à 138, c'est-à-dire les courbes avec le ratio carbone sur phosphore le plus faible, donc c'est-à-dire avec la qualité nutritionnelle la meilleure, et ben c'est elles qui ont donné le plus de juvéniles. Alors ici, c'est le même graphique, sauf qu'au lieu de mettre la population de jeunes juvéniles qui sont nés, j'ai mis ce qu'on appelle le taux de croissance, un taux de croissance qui se compte en pourcent. Le résultat est plus ou moins le même, en fait. C'est simplement plus la qualité nutritionnelle va être meilleure et plus la croissance ici va être également, plus la croissance va être grande, tout simplement. De nouveau, si vous prenez ici le ratio carbone sur phosphore et on prend des valeurs qui sont basses, donc valeur basse, meilleure qualité nutritionnelle, eh bien, la croissance par jour, elle est beaucoup plus grande. Vous voyez que ça monte jusqu'à plus de 20%.
Et ici, je vous ai mis, donc on a pris les courbes que vous avez vues. Je m'excuse par avance, je peux comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, les courbes que je vous ai montrées, c'était peut-être un peu brouillon et un peu compliqué. Du coup, ces deux graphiques, ça résume les courbes, c'est beaucoup plus facile, je pense. En fait, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la quantité, d'accord, en microgrammes de carbone par litre. Et ici, vous voyez la qualité. Donc ici, quantité nutritionnelle, et ici, qualité nutritionnelle. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand je parle de quantité et quand je parle de qualité, c'est le phytoplancton que je vais donner à manger aux daphnias. Plus je vais ici, plus la quantité sera grande. Donc je donnerai plus de phytoplancton en termes de biomasse aux daphnias. Et plus je monte, et plus la quantité va être, le C2P, pardon, la qualité va être moindre. Parce que rappelez-vous, la qualité est meilleure quand le C2P est bas. Donc, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Les fameuses sortes d'isobars que vous voyez ici en rouge, c'est le taux de croissance. Donc le meilleur taux de croissance, il est ici, à 22%. Plus vous montez, plus le taux de croissance il est bas. C'est-à-dire, en gros, plus c'est mauvais. Plus c'est mauvais pour les daphnias. Tous les petits points noirs que vous voyez ici, c'est les données que j'ai prises directement du lac Léman depuis ces 50 dernières années. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les daphnias, ou le zooplancton de manière générale, ils ont eu ce type-là de qualité nutritionnelle et à peu près cette quantité-là de quantité nutritionnelle, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, les conditions qu'ils ont eues en termes de taux de croissance se situent où vous voyez tous ces points noirs. Après, évidemment, il y en a plus qui sont par là, un peu plus ici, mais ils sont très, très concentrés là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je dois schématiser, ils ont plutôt été dans des tendances de 14 à 12% de taux de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que, imaginons maintenant que le C2P monte. Si le ratio carbone sur phosphore il commence à monter, la qualité nutritionnelle va baisser et on va se retrouver là-haut. Et si vous regardez là-haut, les petites lignes rouges isobars, elles ont des très très petites valeurs, c'est-à-dire que le taux de croissance il risque de chuter fortement. Et si le taux de croissance risque de chuter fortement, ça peut même impacter la survie des daphnias. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus assez à manger pour les poissons. Donc ça va les impacter aussi. D'accord? Ce graphique, ça montre plus ou moins la même chose. Seulement, celui-là, c'est des données qui sont simulées. Et c'est pas... on va dire que ce graphique ici, il est un peu plus complexe. Mais si maintenant je devais mettre les points noirs là-dessus, ça montrerait plus ou moins la même chose. Donc voilà, là, on a terminé avec le projet. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que je vous ai montré? C'est que l'automatisation, excusez-moi, pour mieux comprendre la dynamique du phytoplancton, ça on l'a vu comment on peut le faire à travers la plateforme et différents outils, essayer de corréler la communauté du phytoplancton à la variation du carbone sur phosphore, c'est-à-dire qu'on a vu que la biomasse ne bougeait pas, mais on a vu que la communauté changeait. Est-ce que c'est ça qui fait que, en gros, le ratio carbone sur phosphore, même s'il monte, la biomasse ne change pas, mais la communauté, elle change? Est-ce que c'est ça qui peut expliquer le fait que, pour l'instant, la biomasse, j'ai bien dit pour l'instant, elle arrive à se maintenir? Ça sera intéressant de voir ça. Daphnia a montré un taux de reproduction plus élevé avec une plus grande quantité et qualité de nourriture du phytoplancton. Et les facteurs qualité semblent être plus importants. De ce que j'ai vu des graphiques, c'est que le facteur donc, nutritionnel, le ratio carbone sur phosphore, donc la qualité nutritionnelle du phytoplancton, semble être le point le plus important pour on va dire, les reproductions des daphnias et le taux de croissance. Et du coup, pour la suite, un développement des modèles mathématiques pour mieux prédire le futur. Donc c'est le graphique d'avant où vous avez vu les deux modèles. Parce que c'est des modèles de prédiction pour voir qu'est-ce qui pourrait se produire si le C2P monte à tel
telle valeur, ou alors si la quantité elle descend à telle valeur. Voilà. Donc maintenant, on va terminer sur 2 graphiques. Celui-là, c'est tiré d'un paper d'un monsieur qui s'appelle Bittmüller, qui travaille à l'EWAG, donc c'est l'Institut de l'eau, je crois au niveau fédéral. Et ici, il a fait une expérience très très intéressante, où il a montré que, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, vous voyez ici comme l'apport de phosphore. Ça, c'est l'apport de phosphore de surface. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai montré avec la courbe où, depuis les années 50, le phosphore montait, et tout d'un coup, il descendait. D'accord ? Donc, ça, c'est l'apport en phosphore. Et ici, c'est la consommation d'oxygène dans les sédiments. C'est-à-dire, de manière très très simple, lui, il a fait une corrélation que quand la zone productive avec le phytoplancton, il y a une production qui est faite, au final, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, soit ils vont être mangés, mais beaucoup vont tomber, c'est la matière organique, vont aller dans les sédiments parce qu'ils vont mourir, et ils vont être décomposés. En étant décomposés par qui ? Par les bactéries, il y aura une consommation d'oxygène. Donc il a juste fait une corrélation comme ça. Et lui, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que tous les petits points que vous voyez là, c'est des lacs différents de Suisse. Tous les lacs que vous voyez là, c'est des lacs différents de Suisse. Le lac Léman, ici, c'est le numéro 14. Donc en fait, on va faire simple. Du moment que vous arrivez dans la zone bleue ici, ça veut dire que, alors lui, la zone bleue, il a défini comme étant un ratio carbone sur phosphore, donc une qualité du phytoplancton qui était au-dessus de 150, entre 150 et 200. Actuellement, le lac Léman, il a déjà dépassé les 200. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans son modèle, aujourd'hui, le lac Léman, il devrait plutôt se situer dans la zone bleue ici. Et ce qu'il explique, c'est que du moment que vous arrivez dans cette zone-là, il y a une baisse drastique, mais vraiment drastique, une grande baisse de la biomasse phytoplanctonique. Donc, ça veut dire qu'en plus que la qualité est en train de descendre, bientôt, c'est peut-être même la quantité qui va descendre. C'est que pour l'instant, le phytoplancton, il arrive à se maintenir, en termes de quantité, je dis, pas de qualité, de quantité, mais selon le modèle de ce monsieur, on est dans probablement un point de bascule. Et là, la quantité risque de drastiquement descendre également. En fait, pour parler plus simple, le lac Léman, ça c'est mon opinion, je pense qu'il tend plus vers ce qu'il était, c'est-à-dire plutôt un lac plutôt oligotrophe. Je ne dirais pas comme le lac d'Annecy, mais on va dire qu'on tend plus vers là. Donc ça, c'est le postulat de ce monsieur. Donc voilà, ça c'était. Donc là, on est déjà dans la conclusion, c'est vraiment les perspectives futures. Donc ça, je pense, c'est un scénario assez intéressant à prendre en compte. Et après, l'autre scénario, donc ça, j'ai pas du tout étudié le sujet, hein, mais je pense que tout le monde a entendu parler de ça, la moule quagga. Donc c'est une moule invasive, il me semble, dans plusieurs lacs suisses. Et au lac Léman, elle tapisse tout, absolument tout. Elle est là depuis, si je ne dis pas de bêtises, uniquement depuis 2016. Donc ça ne fait pas longtemps. Il me semble qu'elle est là depuis 2016. Après, peut-être les experts ici pourront confirmer ce que je dis, parce qu'il y en a des experts là, pour confirmer ce que je dis, mais je crois que c'est depuis 2016. Et elle a déjà colonisé quasiment tout. Mais vraiment tout. Et c'est assez impressionnant. Et le pire, c'est que on en a trouvé vivantes. Elles arrivent même à s'adapter à des profondeurs à plus de 200 mètres. Avant, il y avait la moule zébrée, qui était un gros problème aussi. On l'a trouvée à 30-40 mètres. Celle-là, elle va jusqu'à 200 mètres. Elle prend absolument tout. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font, les moules ici ? C'est des filtreurs. Ils filtrent l'eau. Donc, ils se nourrissent de phytoplancton aussi en filtrant. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être expliquer ça. Je vous le dis, c'est un témoignage ce qu'on l'appelle le capitaine Philippe. C'est notre pilote de bateau assigné à l'Université de Genève. Et j'ai discuté avec lui encore cette semaine. Il me disait que la clarté, la transparence de l'eau, ces dernières années, tend à augmenter. Est-ce que c'est dû à ça ? Probablement. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça ? C'est parce que si déjà le scénario
de monsieur Muller que je vous ai montré, où il peut y avoir une chute brutale du phytoplancton, d'accord, en termes de biomasse, et qu'en plus, vous additionnez à ça, ah ben là, c'est sûr que la biomasse du phytoplancton, elle risque de prendre un coup. Et du coup, pas assez de nourriture pour le zooplancton. Déjà que la qualité n'était pas bonne, mais en plus, là, il y aura moins de quantité. Et donc, ça va forcément impacter les poissons. Encore une fois, je vous ai montré ça, c'est pour revenir à la première diapositive que je vous ai montrée de c'est multifactoriel. Je ne dis pas c'est ce qui va se produire, je dis que c'est une possibilité. C'est mon postulat. D'accord ? Donc voilà, donc en conclusion, c'est la complémentarité, donc des axes de recherche sur la dynamique du phytoplancton, zooplancton, l'évolution du ratio carbone sur phosphore comme on l'a vu, pourrait apporter des éléments de réponse sur la problématique de la pêche et sur l'évolution grosse faute d'orthographe, de la chaîne trophique du lac. Donc, je pense que c'est vraiment le point le plus important ici, sur l'évolution de la chaîne trophique du lac. Parce qu'on a tendance toujours à voir que l'écosystème, c'est quelque chose de stable et d'immuable. Non, en fait, un écosystème, c'est en perpétuel changement. Ça change, après des fois ça revient à l'équilibre, ça revient, c'est une sorte de sinusoïdal. C'est comme ça, n'importe quel écosystème. L'écosystème montagne, par exemple, c'est un système qui est très, très instable. Ce que je veux dire, c'est que les écosystèmes, elles changent. Donc, il faut, je pense, simplement s'adapter, pas forcément toujours vouloir essayer de contrôler. C'est impossible de contrôler les écosystèmes. Ensuite, le phytoplancton optimise sa biomasse malgré la chute du phosphore dans le lac. Oui, on a très bien vu que la chute du phosphore dans le lac n'a pas impacté la biomasse. Donc ça veut dire qu'il l'optimise. Mais il l'optimise comment? C'est un changement de communauté ou il y a d'autres mécanismes? Le lac Léman pourrait, dans un point, pourrait être... Donc là, c'est maintenant que je lis que je vois que j'ai oublié des mots, excusez-moi. Donc là, je vois bien que le Léman pourrait être dans un point de bascule où l'on verra le phytoplancton chuter, ne pouvant plus optimiser sa production de biomasse, impactant ainsi le plancton et par effet domino le reste de la chaîne trophique. Donc ce fameux point de bascule, c'est les deux derniers slides que je vous ai montrés. C'était les travaux de Bittmüller des WAG, et d'après lui, le lac Léman, si on regarde ces données, il est déjà dans ce point de bascule-là. Et l'autre, c'est avec maintenant l'avènement de la Moulkwaga. Et voilà ce que j'ai mis. Enfin, la Moulkwaga pourrait bien accélérer ce processus. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas apporté trop de mauvaises nouvelles ici. Encore une fois, il faut avoir toutes les nuances du monde. Et tout est multifactoriel. Moi, j'ai juste apporté un point de vue par rapport à ce que j'ai analysé. C'est tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions, j'espère qu'il y en aura, histoire qu'on débatte un peu. Merci.